Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Tomia dans la région des Sangs et partout au Mali. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité, une présentation de Salimata Dao. Et Bourama Traoré, voici les titres. La semaine du numérique est en cours depuis 3 jours. Cette rencontre de découverte des potentialités des TIC communique autour de diverses thématiques. Hier, la stratégie pour les contenus, le financement et les transferts de compétences étaient au centre d'un panel. Le Mandé et l'histoire de l'Afrique, le 12e colloque international sur le sujet se poursuit également. Les chercheurs maliens et internationaux partagent leurs connaissances autour du thème vers une décolonisation des savoirs, histoire, acteurs et production. Un mandat d'arrêt à l'encontre d'Iyad Agali, il est émis par la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Qui est l'homme et comment l'arrêter? Garibou Pérou s'est entretenu avec Fadi El Abdallah, membre de la Cour pénale internationale depuis les Pays-Bas. À l'affiche de la page sport au Mali, le tournoi de montée en première division se poursuit. Euro 2024 en Allemagne, les qualifiés pour les huitièmes de finale sont connus. On en saura davantage avec Isaac Tchenou. Fidèles auditeurs, bonjour. La 12e édition de la semaine du numérique s'achève cet après-midi à Bamako. En attendant, les débats se sont poursuivis hier autour de la thématique. Oui, à savoir quelle stratégie pour les contenus, le financement et les transferts des compétences. La thématique a été débattue au cours du 4e panel animé par les experts de l'AES. Le compte-rendu est signé Benogo Fofana. L'économie numérique est une aubaine pour le développement économique et social. Elle ouvre la voie à des marchés mondiaux, aux services et accroît la capacité de production, tout en baissant les frais des entreprises et stimulant la créativité et l'innovation. Pour la souveraineté numérique des États du Sahel, le développement de l'économie numérique et les facteurs de résilience sont abordés par les spécialistes de l'AES. Cette économie numérique pourra être l'un des socles de développement pour les 3 pays si le projet est réalisé. Abdulkader Ki, panélistes maliens. Pour essayer de trouver ces pistes de solutions qui vont non seulement rétablir la sécurité, qui est le premier maillon essentiel pour aller vers notre souveraineté, mais également nous permettre de multiplier non seulement nos sources de revenus, et qui parle d'augmentation des revenus, parle également d'autosuffisance. Pour que cette souveraineté numérique soit une réalité et que les marchés puissent être maîtrisés par nos entrepreneurs, il est nécessaire de développer certaines stratégies, parmi lesquelles la création de centres de certification régionale dans chaque pays de l'AES. Il faudrait aujourd'hui que nous puissions vraiment mettre en place le capital humain nécessaire. Ça passe non seulement par le renforcement de capacités, mais un transfert de technologies effectif. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'aller contractualiser avec des boîtes qui viennent intervenir dans nos systèmes d'information chaque fois quand nous avons des problèmes. Il faudrait également que nous puissions aujourd'hui mettre des contenus adaptés à nos réalités. C'est là qu'intervient en fait toute la problématique de la création des richesses à partir des TIC. Oumarou Sanou, panéliste burkinabé. Quant à la question du développement de l'expertise nationale, il faut noter qu'il y en a. Nous avons des ingénieurs qui sont compétents. La plupart des plateformes dont nous parlons, qui sont actuellement en cours de matérialisation, sont réalisées par les ingénieurs de l'administration publique, même de par le passé. Mais il faut travailler à consolider cela, avoir une masse critique en fait d'experts dans ce domaine-là pour qu'ils puissent développer, maintenir, même exploiter en fait nos plateformes. Le public venu assister au panel salue l'initiative et adhère au projet de souveraineté numérique qui est plus qu'une nécessité pour notre avenir. Si la semaine du numérique prend fin aujourd'hui, le 12e colloque international sur le Mandé et l'histoire de l'Afrique se poursuit à l'Institut des sciences humaines de Bamako. Les chercheurs maliens et internationaux partagent leurs connaissances autour du thème vers une décolonisation des savoirs, histoire, acteurs et production. Batraoré a suivi l'ouverture de ce colloque international suivant. Les intellectuels de l'Afrique de l'Ouest désormais engagés dans la dynamique d'un meilleur partage des savoirs. Le 12e colloque international des études Mandé s'ouvre à Bamako à l'initiative de l'association Mansa.
C'est l'occasion pour les experts du Mali et ceux de l'Afrique de l'Ouest d'échanger à travers des panels sur des sujets d'actualité comme la gestion des forêts et des eaux, les changements climatiques et sécurité, les savoirs traditionnels, langue et éducation. Baba Koulibaly, directeur général de l'Institut des sciences humaines de Bamako. Ce colloque, placé sous le thème « Vers une décolonisation des savoirs en Afrique de l'Ouest, histoire, acteurs et production », plus de 60 ans après les indépendances, il est essentiel de revisiter et de revaloriser les savoirs endogènes pour une meilleure compréhension et valorisation de notre patrimoine commun. Christina Kunel, ambassadeur de Suède au Mali. J'ose ainsi croire que ce colloque va susciter de nouveaux débats sur le caractère plus équitable et plus inclusif des processus de recherche qui doivent s'adapter aux besoins d'une plus grande variété de pays et de parties prenantes. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se félicite de l'initiative car convaincu que la recherche scientifique joue un rôle crucial dans le développement des sociétés en Afrique de l'Ouest. Amadou Fane, chef de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'initiative cadre parfaitement avec la vision de mon département à travers la politique nationale de la science, de la technologie et de l'innovation, dont l'un des axes stratégiques porte sur la coopération et le partenariat. Cette politique se traduit par la promotion de la coopération interinstitutionnelle au niveau national, sous-régional, régional et international. L'association Mansa, initiatrice de l'événement, est une société savante créée en 1986. Son objectif est de contribuer au développement des études et recherches dans tous les domaines concernant les populations vivant dans l'ère mandingue. À l'intérieur du pays, le contenu du rapport 2022 de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives est expliqué à la population de Kaïbrama. Vous pouvez parler maintenant? Oui, Salimata Daou, l'activité s'inscrit dans le cadre de la campagne de dissémination du dit rapport. Elle permet de mettre en évidence des informations relatives au secteur extractif au Mali. À l'île de Kaï, une correspondance de Balkissa Sadib Chérif Aïdara. Kaï est une région au sous-sol très riche en ressources minières, rendant ainsi intenses les activités extractives. Cette rencontre permet de porter à la connaissance des populations de Kaï la contribution du secteur extractif à l'économie nationale en général et à celle de la région de Kaï en particulier. Simbo Keïta, membre du comité de pilotage de Litier Mali. L'or est la première source de revenus de la région de Kaï. Notamment, rien que les patentes, Kaï a mobilisé plus de 6 milliards en année 2022, qui est la première au Mali. Et je peux vous dire que même la commune la plus riche du Mali se trouve à Kaï. Et c'est Sitakili. Le gouverneur de la région de Kaï a donné l'assurance que le gouvernement mettra tout en œuvre pour soutenir Litier afin que l'or continue de briller pour le Mali et pour les Maliens. Général de brigade Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Kaï. Le gouvernement assure de sa disponibilité totale pour son soutien à la mise en œuvre de l'initiative. Il remercie les entreprises extractives et la société civile qui contribuent de manière efficace à la mise en œuvre de Litier au Mali, afin que les revenus miniers puissent profiter au maximum des populations et à hauteur des souhaits. Kaï, Balkissa Sadibou Chérif Aïdara, Lassana Keïta pour l'ORTM. Retour à Bamako pour parler de la 61e session ordinaire du Paris mutuel urbain. Depuis sa création en 1994, le PMU Mali gagne en stabilité et en sécurité pour les parieurs, selon ses responsables. En 30 ans d'existence, le Paris mutuel urbain a de quoi être fier, comme en témoignent de nombreux bénéfices engrangés ces dernières années. Mamadou Fane nous fait le point. Le Paris mutuel urbain PMU Mali se porte bien. C'est ce qui ressort des travaux de la 61e session ordinaire de son conseil d'administration. Malgré le contexte international et national difficile, le PMU Mali continue d'engranger des bénéfices records. Kafogo Koulibaly, président du PMU Mali. Le résultat de l'exercice 2023 atteste de la bonne santé financière de l'entreprise. Je me permets de rappeler les résultats exceptionnels réalisés au cours de ces 3 dernières années, afin que nous puissions ensemble apprécier le travail gigantesque abattu par tous les acteurs du PMU Mali. L'exercice 2021, le bénéfice net était de 6 milliards. Exercice 2022, le bénéfice net est de 20 milliards, avec un bénéfice exceptionnel de 22 milliards 585 en 2023. Nous pouvons affirmer sans crainte
que ces résultats ne sont pas le fruit du hasard. Le total bilan passe de 47 milliards 612 en 2022. En 2023, c'est 47 milliards 411 avec un gap positif de 799 500 000. Cette résilience du pays Mali est le fruit des efforts conjugués de toutes les parties prenantes. Cette session se tient à quelques mois du 30e anniversaire de la société prévu le 1er septembre. 30 ans qui ont vu PMI Mali surmonter de nombreuses épreuves et augmenter sa place dans le développement du Mali à travers la réalisation de plusieurs actions. Les administrateurs ont félicité le directeur général de la société et l'ensemble des travailleurs pour l'atteinte de ces résultats exceptionnels. Sur la scène internationale, la Cour pénale internationale a reconnu coupable Al-Hassan Ag Abdul Aziz, ancien chef extrémiste lié à Al-Qaïda, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité au Mali. Les procureurs affirment qu'il était un membre clé du régime répressif d'Ansardine entre 2012 et 2013. D'autres chefs d'accusation pèsent sur lui, notamment les viols, la torture, la persécution, les mariages forcés et l'esclavage sexuel. Al-Hassan Ag Abdul Aziz risque la perpétuité dans une sentence entendue et attendue dans les prochaines semaines. En Guinée, l'ancien chef d'état-major de l'armée et ex-numéro 2 du CNRD est mort en détention le lundi des suites d'un traumatisme psychologique et d'un stress prolongé, a annoncé hier la justice militaire. Le général Sadiba Koulibaly avait été condamné le 14 juin dernier à 5 ans de prison ferme pour désertion et détention illégale d'armes par un tribunal militaire. Au Kenya, le président William Ruto fait marche arrière. Après les violents affrontements qui ont fait 6 morts selon les autorités, 23 pour la société civile, il a décidé de ne pas promulguer le projet de loi des finances. Dans la foulée, l'Assemblée nationale a approuvé hier le déploiement de l'armée en vue de rétablir l'ordre dans les pays. Les manifestants ne décolèrent pas et ils décident de descendre à nouveau dans la rue ce jeudi. Haïti, quelques centaines de policiers kenyans ont rencontré hier le Premier ministre Gary Conille. Ils se préparent à être déployés dans les prochains jours, mais personne, à l'exception des hauts fonctionnaires, ne connaît leur affectation qui, selon les autorités, est motivée par des raisons de sécurité. Le premier contingent de policiers étrangers soutenu par l'ONU est arrivé lundi à Haïti. Ce contingent sera ensuite rejoint par d'autres forces venant des Bahamas, du Bangladesh, de la Barbade, du Bénin, du Tchad et de la Jamaïque, soit un total de 2500 éléments. Le Nigeria annonce une interdiction des plastiques à usage unique dans les bureaux gouvernementaux, une mesure en prélude à une interdiction nationale qui commencera en janvier 2025. Une étude récente de l'Agence américaine pour le développement international a révélé que le Nigeria figure parmi les plus gros pollueurs en plastique au monde. Le pays génère plus de 2,5 millions de tonnes de déchets plastiques par an, dont plus de 70% finissent dans les mers et les décharges selon cette étude. Au Soudan, les experts en droits de l'homme de l'ONU accusent les belligérants d'utiliser la famine comme arme de guerre. Les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide affament les civils, ont déclaré les experts. Plus de 25 millions de civils au Soudan et ceux ayant fui le pays sont affamés et ont besoin d'une aide humanitaire urgente, ont-ils précisé. En cause, l'aide humanitaire a été bloquée et la saison des récoltes interrompue suite au conflit, concluant les experts. Les 14 mois de combat ont fait plus de 14 000 morts et 33 000 blessés selon les Nations Unies, mais les défenseurs des droits de l'homme estiment que le bilan pourrait être bien plus lourd. En République démocratique du Congo, les autorités approuvent l'utilisation de 2 vaccins contre la variole du singe. Il s'agit de contrer la propagation d'une nouvelle souche plus mortelle. Depuis 2023, le pays fait face à une recrudescence des cas de variole avec 20 000 cas recensés et plus de 1 000 décès causés par le virus, principalement chez les enfants. Dans le monde, la variole reste une menace pour la santé publique et la situation continue d'évoluer. Plus de 3 100 cas confirmés en laboratoire ont été signalés depuis le début de l'année. La variole du singe est une infection virale qui se propage par contact étroit. La maladie provoque des symptômes pseudo-grippaux et des lésions remplies de pus. Et pour boucler cette page inter, en Bolivie, une tentative de coup d'État a été déjouée, affirmant vouloir restructurer la démocratie. Le général Juan José Zúñiga, chef de l'armée de terre, et ses hommes ont avancé hier en rang
serré jusque devant le palais présidentiel où ils ont positionné 8 véhicules blindés et lancé des gaz lacrymogènes sur toute personne tentant de s'approcher après plusieurs heures d'occupation et une tentative d'entrer dans le bâtiment où se trouvait le président Luis Arce. Le général Juan José Zuniga s'est retiré avec ses troupes vers une caserne de la capitale où il a été arrêté. Un deuxième chef de l'armée a été interpellé dans la nuit de mercredi à jeudi, selon un ministre du gouvernement. Les 2 hauts gradés seront poursuivis pour soulèvement armé et terrorisme. Vous écoutez la deuxième édition du journal, il est 13h16 à Bamako. Euro 2024 en Allemagne, les qualifiés pour les 8e de finale sont connus à l'issue de la 3e journée de la phase de groupe qui a pris fin hier. La compétition connaîtra une pause aujourd'hui et demain, Bourama. Oui, Salimata Daou, ici au Mali, le tournoi de montée en première division se poursuit. La 2e journée s'est achevée hier mercredi. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Isaac Tchenou. On commence cette page sport par le tournoi de montée en Ligue 1. La 2e journée a pris fin hier. Au stade Mouadou Konaté, AS Luigi de Kidal, exempté lors de la première journée, a perdu contre le Sigui de Caille 1-0. Le centre maloneux belge de Mopti a plié devant le FC Djira de Bamako par 1-0. Avenir de Tombouctou est exempté. Au stade de Salif Keita de Mengo de Kati, Étoile de Mandé a battu CS Telegao par 2-0. Victoire de l'AS Douane de Sigasso devant le FC Silo de Ségou par 2-0 également. Dans ce mini-championnat de 5 journées, les équipes s'affronteront en aller simple et à l'issue de la compétition, le premier de chaque poule accédera à l'élite du football malien. Et puis, sur le plan national, c'est demain que démarre la formation des entraîneurs de moins de 17 ans de football féminin. Cette formation se tiendra au siège de la Fédération malienne de football. Elle durera 3 jours. Une autre formation à l'endroit des administrateurs du football féminin suivra et se tiendra du 1er au 4 juillet. Ces différentes formations entrent dans le cadre du développement du football féminin. Des formations sous l'égide de la FIFA. Sur la scène européenne, la 3e journée de la phase de groupe de l'Euro 2024 s'est achevée hier soir. Dans le groupe E, la Slovaquie et la Roumanie ont fait match un but partout. Et finalement, l'Ukraine quitte la compétition après son nul 0-0 et la Belgique se qualifie au tour suivant. Dans le groupe F, la République tchèque a battu Turquie par 2-1. La Géorgie a remporté son match face au Portugal 2-0. Elle appelle l'ensemble des qualifiés pour les 8e de finale. Il s'agit de la Suisse, l'Italie, l'Allemagne, le Danemark, l'Angleterre, la Slovaquie, l'Espagne, la Géorgie, la France, la Belgique, le Portugal, Slovénie, Roumanie, les Pays-Bas, Autriche et Turquie. Pas de match ce jeudi et demain vendredi. Les 8e de finale débuteront samedi avec les affiches Suisse-Italie à 16h et Allemagne-Danemark à 19h. La chronique judiciaire de ce jeudi, on parle de la Cour pénale internationale CPI qui vient d'émettre un mandat d'arrêt à l'encontre d'Iyad Agali pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, des crimes commis au nord du Mali entre janvier 2012 et janvier 2013. La chambre préliminaire 1 de la CPI a, à la demande du procureur, rendu public ce mandat d'arrêt qui avait été initialement délivré sous scellé le 18 juillet 2017. Salimata Daou. Effectivement, Bourama, la question qu'on se pose, c'est comment mettre en œuvre ce mandat d'arrêt à l'encontre d'Iyad Agali. Garibou Pérou s'est entretenu avec Fadi El Abdallah, membre de la Cour pénale internationale. Depuis les Pays-Bas, c'est le sujet de la chronique judiciaire de ce jeudi suivant. Compétente pour juger les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression, la Cour pénale internationale vient d'émettre un mandat d'arrêt contre Iyad Agali, connu aussi sous le nom de Abou Faïd. Iyad Agali, en connexion avec les réseaux terroristes, est suspecté d'être responsable des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Fadi El Abdallah, porte-parole et chef de l'unité des affaires publiques de la Cour pénale internationale. Monsieur Agali est présumé innocent. Il est suspecté d'être responsable de crimes de guerre, y compris meurtre des soldats hors de combat à Aguelok, viol, esclavage sexuel et toute autre forme de violence sexuelle, atteinte à l'intégrité corporelle, y compris mutilation, traitement cruel et torture, et atteinte à la dignité des personnes, donc par des traitements humiliants et dégradants, d'attaques intentionnellement dirigées contre des bâtiments consacrés à la religion et des monuments historiques, et également de crimes contre l'humanité, ce qui inclut l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique, viol, esclavage sexuel et toute autre forme de violence sexuelle, torture, autres actes inhumains causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale, persécution pour des motifs religieux,
et persécution des femmes et jeunes filles pour des motifs sexistes. Ces crimes auraient été commis plus précisément à Tombouctou et à Aguelhok entre janvier 2012 et janvier 2013. Les éléments de preuve sont suffisants pour établir l'existence des crimes qui relèvent de la compétence de la CPI. M. Gali serait responsable pour avoir commis ces crimes conjointement ou avec d'autres personnes, ou pour avoir ordonné ou encouragé leur commission, ou avoir apporté son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance, ou avoir contribué de toute autre manière, et ou en tant que chef militaire. La CPI ne dispose pas d'une police ou une force spéciale. Comment elle pourra dans ces cas obliger Yad Agali à se rendre? Il faut certainement compter sur la coopération des États. La Cour compte sur la coopération des États pour l'exécution des mandats d'arrêt délivrés par les juges. La question des réparations se pose uniquement si le suspect est reconnu coupable au-delà de tout doute raisonnable après son arrestation et après procès devant la Cour. D'où il n'est pas maintenant possible d'envisager la question des réparations concernant cette affaire. Le gouvernement du Mali a saisi la Cour pénale internationale par rapport à la situation qui prévaut sur son territoire. C'est ainsi en janvier 2013, le procureur de la CPI a ouvert une enquête sur les crimes commis sur le territoire du Mali depuis janvier 2012. La Cour pénale, qui a pour mandat de juger les personnes et non les États, affirme qu'il existe une base raisonnable pour suspecter Yad Agali pour les crimes qu'il aurait commis sur le territoire malien. Ainsi s'achève cette deuxième édition du Mali Actualité. À la mise en ligne, Hamza Konaté, aux manettes Assitan Kamara. Merci à Ousmane Dao et à Badji Sangaré qui nous ont aidés à la préparer. C'était au micro Salimata Dao. Et Bourama Traoré, restez connectés sur votre radio nationale tout à l'heure. Les avis et communiqués avec Kani Keita. Merci pour votre écoute et bon suite de programme sur Radio Mali.